notion de bande passante, ce qui nous a permis par la suite d'introduire la notion de capacité d'un support. Donc, on avait dit que la capacité représentait le débit théorique maximal que pouvait m'offrir un câble, ou là un support de manière générale. C'est-à-dire que les câbles ne sont pas égaux dans les performances. Donc, il y a certains câbles qui vont m'offrir un débit plus important que d'autres. Et donc, le débit HADA, il est estimé en utilisant cette formule-là. Donc, qui est fonction donc, de la bande passante, qui a été observée sur le câble, sur le support de manière générale, et du bruit, qui est une variable. Donc, la capacité qui est mentionnée, donc c'est une capacité, c'est un débit maximal qui a été testé en, bien sûr, supposant un bruit minimal, c'est-à-dire dans des conditions, j'allais dire, parfaites en laboratoire, donc en éliminant toutes les sources de perturbation possibles. Donc, dans la réalité, vous n'allez jamais atteindre la valeur C, c'est-à-dire que c'est le maximum que vous pouvez espérer. D'accord. C'est comme lorsque vous vous abonnez à une connexion ADSL, le débit c'est 10 mégas, vous n'allez jamais atteindre les 10 mégas. Parce que c'est théorique. Donc, c'est-à-dire dans les meilleures conditions, voilà ce que vous pouvez avoir. Non, mais dans la réalité, vous allez avoir un débit inférieur à celui qui a été suggéré. OK. Donc, lors d'une transmission, donc on a deux facteurs. On a le facteur câble et le facteur carte réseau. C'est-à-dire c'est les deux contraintes qu'il faut considérer. Donc, le câble peut m'offrir un débit qui soit supérieur à la carte réseau. Et inversement, la carte réseau peut être plus rapide que ce que peut lui offrir le câble auquel elle est connectée. Donc, c'est toujours le minimum des deux. C'est-à-dire, quand je connecte un câble à une carte réseau, au départ, il y a toujours une négociation pour voir quel est le débit maximal que je peux atteindre en connectant la carte réseau avec sa rapidité et le câble avec sa capacité. Donc, je vais prendre toujours le minimum de ce que m'offrent ces deux équipements. Alors, une autre formule, justement, qui met en relation la carte réseau avec le support, c'est la formule empirique qui me dit que la rapidité maximale d'une carte réseau est égale à 2 fois la bande passante du support auquel elle est raccordée. C'est-à-dire que lorsque je vais essayer de connecter une carte réseau avec un câble, donc la carte réseau va essayer d'augmenter sa vitesse et la vitesse maximale qu'elle peut atteindre, elle est égale à 2 fois la bande passante de ce câble. Donc, je ne peux pas aller plus rapidement que cette borne-là. OK. Donc, ça, c'est une deuxième formule. Donc, on vient de dire qu'il relie donc, la carte réseau, les performances de la carte réseau aux contraintes de bande passante du support auquel elle est raccordée. Une autre formule, c'est la valence maximale, puisque quand on avait donné la formule qui a le débit, on a D égale N fois R, c'est-à-dire R étant la rapidité. Donc, si j'ai envie de quelque part d'augmenter le débit, je vais augmenter le nombre de bits représentés par chaque état. OK. Mais alors, j'aurais pu supposer que N tend vers l'infini, c'est-à-dire que le nombre de bits que je peux associer à des états tend vers l'infini. Mais ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire que j'ai aussi une majoration. Pourquoi? Parce que lorsque vous augmentez N, vous avez besoin d'augmenter V, qui est la valence. V est égal de puissance 1, c'est-à-dire de créer plus d'états différents. Hein? Donc, si vous voulez, par exemple, associer un bit à un état, donc vous aurez besoin de 2 états différents. Donc, V est égal à 2. Si vous voulez associer 2 bits par état, donc c'est 4, et ainsi de suite. Donc, si vous essayez d'augmenter avec N, à un certain moment, vous n'allez plus pouvoir le faire. Pourquoi? Déjà, il y a une formule qui le dit. Donc, quand vous dit Vmax, c'est-à-dire que la valence maximale que je peux atteindre est égale à racine de carré de 1 plus le rapport signal sur le bruit. Donc là, je constate que cette valeur maximale, cette valence maximale, elle dépend essentiellement du bruit. C'est-à-dire que si le bruit est égal à 0, Vmax tendrait vers l'infini. Mais comme le bruit n'est jamais nul, ما كاش كيفاش يكون زيرو. voilà, mais non, mais l'infini. C'est-à-dire si V est égal à 0,
Vmax serait égal à l'infini. Donc moi, quand je vais essayer d'augmenter Vmax, le bruit va m'empêcher d'atteindre, si vous voulez, un intervalle infini. Donc il va me borner cet intervalle. Pourquoi? Alors concrètement, je vous donne un petit exemple, bien que je n'ai pas de représentation ici à vous montrer, mais c'est quelque chose qui peut s'expliquer facilement. Que si vous essayez de différencier les états, maintenant vous augmentez par exemple les tensions. Déjà, je ne peux pas donner une tension au-delà d'une certaine valeur. À cause de la bande passante, si j'essaie par exemple de donner un voltage au-delà de ce que peut supporter le câble va chauffer, il va brûler. Donc déjà, les tensions sont bornées. Maintenant, à l'intérieur des intervalles des tensions qui sont autorisés, je n'ai pas forcément une infinité de valeurs. Parce que si j'essaie d'augmenter le nombre de tensions, de niveaux, je peux revenir en arrière pour vous un peu plus clair. Voilà. Donc, c'est-à-dire si j'essaie ici de rajouter des tensions, on a des 4, je vais rajouter 4 autres tensions. Donc là, je vais rapprocher les intervalles qui séparent les tensions. Badenzid, je vais encore ajouter des tensions. Donc là, les tensions seront de plus en plus proches. Et donc, par rapport au cas théorique où les valeurs sont différenciées, lorsque vous passez dans le cas réel, le bruit va faire en sorte que ces tensions qui vont se rapprocher de plus en plus vont être considérées comme étant identiques, parce que le bruit, il existe toujours. Et donc, quand vous avez un bruit, il va faire en sorte que vous n'arrivez plus à distinguer entre deux tensions qui vont se rapprocher. Et donc, je vais finir par avoir un nombre de tensions qui est borné, c'est-à-dire que je ne pourrai pas créer plus de tensions que je voudrais. Donc, on aura des erreurs d'information, c'est ça? À cause du bruit. C'est le bruit qui va faire en sorte que lorsque des tensions seront très proches, V4, je vais me rapprocher, je vais mettre V4 moins quelque chose de, moins un petit epsilon, parce que là, j'essaie de créer plusieurs états. Donc, dans la réalité, je suis incapable de distinguer, parce que quand vous envoyez dans la réalité, avec le bruit, il va rendre en sorte que les deux niveaux sont identiques. Théoriquement, ils sont différents, mais dans la réalité, du fait du bruit, il va les rendre comme étant les mêmes. Et donc, je ne peux pas les distinguer. تولي كاينه ايرور في السينيال مش Ce n'est pas des erreurs, c'est-à-dire c'est un bruit minime. Justement, c'est pour ça que dans la formule, vous avez ce rapport S sur B qui impacte justement Vmax. C'est-à-dire plus le bruit il est important, plus il vous... Parce que quand vous avez un niveau de bruit, il est égal à, on va dire, à 0,1 volt. Parce que vous estimez ce bruit, on va dire qu'il est égal à 0,1 volt. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas séparer deux niveaux par une distance inférieure à 0,1. Vous devez prendre minimum 0,2. Si vous prenez 0,1, vous ne pourrez pas distinguer ces niveaux-là. Vous comprenez? C'est-à-dire si le bruit il a été estimé à 0,1 volt, maintenant les niveaux de tarif doivent au moins avoir une distance de 0,2 pour que je ne puisse pas les confondre. حيت لو كان يولوا 0 البروي Voilà. هذاك يهبط Maintenant, لك ce sera identique. Ça sera quantifié. وي يبدل لك لا فالور ما يخليهاش لانا C'est-à-dire que là, je dois laisser une marge pour justement faire face au bruit. Donc, plus le bruit il est important, moins la valence que je pourrais obtenir, en tout cas la valence maximale que je pourrais obtenir, serait, serait minimisée. Donc là, c'est proportionnellement inversé. C'est-à-dire que là, pour maximiser Vmax, il faudrait que je diminue donc l'impact du bruit. Sinon, ça serait l'idéal. C'est-à-dire s'il n'y avait pas de bruit, ben, j'aurais un débit infini, hein, théoriquement. Est-ce que c'est clair? Donc, il faut retenir ces trois formules. Elles sont importantes. Celle de la capacité, celle qui relie donc la bande passante du câble à la rapidité d'une carte réseau et c'est la dernière aussi qui permet d'estimer la valence maximale que je peux obtenir donc, dans une transmission. Alors, s'il n'y a pas de questions, donc on avance. Alors, une autre notion, la notion de trafic. Alors, c'est quoi le trafic?
Là, on vient de voir des mesures de performance donc d'un réseau physique. C'est-à-dire quand je vais installer un réseau avec ses cartes réseau, ses câblages, donc je vais déterminer le débit maximal qu'il peut m'offrir, le débit théorique qu'il peut m'offrir. C'est-à-dire le réseau, voilà ce qu'il m'offre en termes de débit de transmission, la vitesse de transmission. Il me permet d'envoyer, les câbles me permettent d'envoyer, les cartes réseau me permettent d'envoyer, par exemple, à 100 mégabits par seconde. Donc, une fois que j'ai installé le réseau et que j'ai commencé à l'utiliser, avec le temps, je peux découvrir ou la constater que le réseau ne permet pas de m'offrir, en tout cas, le service que j'attends de lui. Pourquoi? Parce que peut-être que la charge de données ou les charges de communication que je vais échanger dans le réseau sont plus importantes que ce que peut m'offrir le réseau en termes de débit. C'est comme votre connexion ADSL. Maintenant, vous avez commencé à un certain moment avec 2 mégas, et peut-être ça vous a satisfait les premiers temps, mais après, vous êtes nombreux dans la famille, vous êtes tous à utiliser la connexion et peut-être à faire de l'enseignement à distance, et 2 mégas ne suffisent plus. Et donc, vous allez penser à peut-être remettre en cause cette connexion et faire une adaptation, c'est-à-dire upgrader votre connexion pour passer à 10 mégas, à 20 mégas, de telle façon à satisfaire vos besoins. Donc, c'est cette notion de trafic qu'il faudra évaluer, c'est-à-dire ça reflète le concret, c'est-à-dire la quantité d'informations que j'échange réellement, indépendamment de ce que peut m'offrir le réseau. Et donc, c'est à partir de cette notion de trafic que je peux faire éventuellement des perspectives ou des projections sur l'avenir. C'est-à-dire, est-ce que je dois laisser mon réseau ou là investir dans de nouveaux équipements de telle façon à permettre justement qu'il y ait une qualité de service meilleure que celle que j'ai actuellement. Alors, comment estimer le trafic? Donc, il y a deux mesures. Donc, la première mesure, c'est ce qu'on appelle l'intensité du trafic. Donc, l'intensité du trafic, elle va mesurer le temps d'utilisation de la voie par heure, c'est-à-dire combien je vais exploiter mon réseau ou là mes câbles, ce que vous voulez, par heure, c'est-à-dire le temps. C'est un pourcentage, c'est un ratio. Donc, pour faire cette mesure, je vais considérer deux paramètres. Donc, une session de communication. Donc, on avait dit la fois passée, quand on avait parlé notamment du modèle OSI, lorsque j'ai besoin de faire un échange de données, ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire que j'ai besoin d'abord d'établir une connexion logique. C'est-à-dire tous les équipements entre eux établissent une connexion logique avant d'échanger les données. Donc, cette connexion logique me permet donc de déterminer ce qu'on appelle une session, c'est-à-dire une connexion en session. Donc, la durée de cette connexion session, donc on va l'estimer à T en moyenne, c'est-à-dire que chaque session va durer T en secondes, grand T ici, et NC, c'est le nombre de sessions que je vais observer en une heure. OK, donc c'est G de paramètres, c'est-à-dire combien de sessions je vais ouvrir par heure. Donc, l'intensité territoriale de trafic va être exprimée par cette formule, c'est-à-dire T, qui est la durée moyenne d'une session, fois le nombre de sessions par heure, divisé par 3600 secondes, qui est la durée d'une heure. OK. Donc là, vous allez obtenir le taux d'utilisation en termes de temps de votre réseau. Donc l'unité ici à l'intensité, elle est exprimée en ce qu'on appelle Erlang. OK. Donc ça, c'est l'unité de l'intensité du trafic. Donc là, maintenant, si vous atteignez 1, parce que là, c'est un ratio, c'est entre 0 et 1. Maintenant, si vous atteignez 1, maintenant, vous utilisez tout le temps votre réseau. Il n'y a pas de... maintenant, les sessions durent toute la durée de l'heure. OK, sinon, si vous avez une valeur inférieure à 1, maintenant, il y a des silences. Il y a des périodes où il n'y a pas de session de communication dans votre réseau. Impossible de être supérieur à 1. Impossible. Maintenant, si tu as plus de 1, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Un problème dans tes données. Maintenant, les données TERAX sont fausses. Oui, parce que c'est sûr, il y a des gens qui par heure. Ouais. Donc, il faudrait que tu trouves moins de 1. Un pourcentage, c'est-à-dire combien tu vas utiliser le réseau. Bon,
cette mesure-là, elle n'est pas réellement précise. C'est-à-dire, pourquoi elle n'est pas précise? Parce que quand j'ouvre une session, je n'échange pas forcément des données tout le temps. C'est-à-dire, je peux avoir aussi des temps de silence. Je vous donne un exemple. Lorsque vous faites un chat, par exemple, vous établissez peut-être une connexion logique, mais vous n'envoyez pas tout le temps des données de manière continue. C'est-à-dire que les données ne sont envoyées que lorsqu'il y a, par exemple, un message qui doit être transporté et qui est échangé. Même lorsque vous faites un téléchargement d'une page web, vous avez aussi des temps de silence. C'est-à-dire c'est des paquets. On peut considérer, par exemple, vous envoyez des paquets. Ces paquets ne sont pas envoyés l'un après l'autre de manière continue. Il peut y avoir aussi des temps de silence entre l'envoi de ces paquets-là. Donc, il faut être un peu plus précis. Donc, pour avoir une mesure plus précise de l'utilisation du réseau, je vais diviser chaque session en ce qu'on appelle transaction. Donc, une transaction peut être assimilée à l'envoi d'un paquet. Donc, là, j'envoie un paquet. Entre deux paquets, j'ai un temps de silence. OK. Donc, je peux avoir une session qui va être pleine, comme je peux avoir aussi une session qui sera moyennement remplie. C'est-à-dire que j'ai autant de silence qu'il y a de temps de paquets. Par exemple, lorsque vous faites un téléchargement, vous envoyez tout le temps des paquets. Donc, vous êtes en train de remplir la session et l'occuper totalement. Par contre, pour d'autres applications, ce n'est pas le cas. Donc, tout dépend de l'application qui va ouvrir la session. Donc, j'ai dit qu'on va considérer pour chaque session, elle est composée de transactions. Donc, une transaction, donc, par exemple, c'est l'envoi d'un paquet. On va supposer les paramètres suivants, c'est-à-dire P est la quantité d'informations envoyées par chaque transaction en moyenne. NT est le nombre moyen de transactions par session, c'est-à-dire combien de paquets, par exemple, j'envoie par session en moyenne. Je vais supposer D, grand D, c'est le débit nominal. C'est le débit théorique que m'offre le réseau. C'est le maximum que je peux atteindre. Et je vais essayer de calculer réellement ce que je vais utiliser comme débit effectif, c'est-à-dire la quantité de données que j'échange par unité de temps, que je vais noter D. Donc, je vais calculer le petit d qui sera obtenu en faisant donc le produit de NT, qui est le nombre moyen de transactions, on avait dit d'échange de paquets, fois le nombre de paquets par session, divisé par la durée d'une session. Avec grand T, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, je calcule une notion de débit effectif, c'est-à-dire la quantité d'informations échangées pendant la durée d'une session. Ensuite, une fois que je calcule le petit d, je calcule le ratio, c'est le taux d'occupation du canal qui est obtenu par donc la fraction petit d divisé par d. C'est-à-dire ça, c'est le débit effectif, ça, c'est le débit théorique maximal. Donc là, je vais avoir une idée sur l'utilisation réelle des performances de mon réseau. Est-ce que je l'utilise au maximum? Donc là, si la valeur s'approche de 1 tout le temps, ça veut dire que je suis dans un réseau qui est congestionné, qui est saturé, et que j'ai besoin de, quelque part, d'avoir une solution meilleure pour satisfaire mes besoins. Maintenant, si E est toujours proche de 1, maintenant, ce que m'offre le débit ne satisfait pas réellement mes besoins. Je suis tout le temps dans une situation de congestion. Donc, il faudrait peut-être passer à une solution meilleure en termes technologiques, c'est-à-dire augmenter la vitesse soit des cartes réseau, changer les types de câbles, peut-être passer à la fibre optique qui m'offre un débit supérieur. Si j'ai une connexion Internet, donc passer à une connexion meilleure. Voilà, donc c'est ce qui peut suggérer ces valeurs-là. Oui. Est-ce que la transmission d'un réseau Internet par un câble électrique diminue le débit fortement par un réseau électrique? Qu'est-ce que vous entendez par réseau électrique? La transmission d'un réseau Internet. Réseau électrique. C'est-à-dire que tu parles d'un câble avec un signal électrique, c'est ça? Oui. Ah, ça dépend, non, ça dépend du débit. Ça dépend ce qu'il vous offre. Les câbles ne se ressemblent pas. Chaque câble, il a son propre débit, sa propre capacité. الكواليتي تاع الكابل يصح monsieur. Voilà, يصح. je ne sais pas ce que tu as vu tout à l'heure, ce que j'ai mis. Si je n'avais pas de bruit,
C va tendre vers l'infini. Donc, toute la problématique lorsqu'on fabrique les câbles, c'est de réduire B, c'est-à-dire faire en sorte de protéger le câble en mettant des isolants. Plus le câble il est protégé, un gainage, un double gainage, ou un blindage, plus tu vas maximiser C. C'est pour ça que quand on cherche à avoir un câble avec de meilleures performances, ce câble-là, il va coûter plus cher. Pourquoi il va coûter plus cher? Parce que j'ai mis plus de choses pour le protéger. J'ai mis plus de gainage, plus de blindage, etc. Donc, quand vous considérez, par exemple, les types de câbles en paire torsade-mat, le câble qui ressemble au câble téléphonique, qui est utilisé aussi dans les réseaux informatiques. Vous n'avez pas qu'un seul type, vous en avez plusieurs. Hein. On parle de 7 catégories, voire plus. Chaque catégorie est différente de l'autre. Elle est différente de l'autre en quoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas le même blindage, on n'a pas les mêmes protections. Donc, à chaque fois que je vais rajouter une protection pour faire en sorte, justement, de réduire l'impact à le bruit. Quand je réduis l'impact à le bruit, je vais augmenter forcément le débit, la capacité de ce câble. Mais pour répondre un peu à ta question, c'est-à-dire si je compare les câbles électriques par rapport aux câbles optiques, c'est-à-dire la fibre optique, oui, effectivement. Donc, les débits que me propose la fibre optique sont largement supérieurs par rapport justement aux câbles cuivrés qui vont transporter un signal électrique. Pourquoi? Parce que la lumière n'est pas impactée de la même manière que l'électricité, par les champs magnétiques ou par l'environnement. Donc, on n'a pas les mêmes impacts. Il y a un bruit mais c'est un bruit différent. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Monsieur, s'il vous plaît. C'est bon? Oui, monsieur. Ok, donc on avance. Là, on a un petit exemple donc pour un peu illustrer ces deux formules qu'on vient d'introduire. Donc, on vous dit soit un calcul scientifique à distance où l'utilisateur est amené à dialoguer avec un ordinateur central. On suppose donc P qui est la quantité de données échangées par transaction. Donc, si vous voulez, c'est la taille d'un paquet. Donc, 900 bits. NT, donc c'est le nombre de transactions par session. Donc, c'est le nombre de paquets, si vous voulez, échangés par session. Donc, c'est 200. T, c'est la durée, grand T, c'est la durée d'une session en secondes, donc 2700. NC, c'est le nombre de sessions par heure, donc 0,8. Et le débit nominal, c'est-à-dire théorique, est égal à 1200 bits par seconde. Donc, si j'applique les formules, donc je vais trouver d'abord avec la première formule, c'est-à-dire l'intensité du trafic. Donc, je vais trouver que, alors en faisant les calculs, c'est quoi la formule? C'est T fois NC divisé par 3600. Donc, T, c'est 2700, fois NC, c'est 0,8, vous divisez par 3600, vous allez trouver 0,6. Comment j'interprète cette valeur? C'est-à-dire que j'utilise 60% du temps le réseau. Maintenant, dans une heure, je vais l'utiliser. Alors, 60%, ça vous fait à peu près 40 minutes. OK? Donc, le tiers du temps, à peu près, les 2 tiers du temps. Et le reste, je ne l'utilise pas. Bon, ça ne veut pas dire que pendant l'utilisation de le réseau, je l'exploite au maximum. Parce qu'on vient de dire qu'il peut y avoir des temps de silence. Donc, si je regarde le taux d'occupation du canal, donc je vais utiliser les deux dernières formules pour calculer le taux d'occupation. Donc, je vais trouver petit d, le débit effectif. D'abord, il est égal à 200 par 3 bits par seconde. Je calcule le ratio petit d par grand D, je vais trouver 0,05. Donc là, j'ai affiné mes calculs, c'est-à-dire que si je considère la deuxième mesure, je l'utilise donc les ressources terribles du réseau pour un pourcentage de 5% de ses capacités. Donc j'ai de la marge. C'est-à-dire que je peux augmenter en termes de performance et que mon utilisation n'est pas optimale pour le moment. Donc je n'ai pas besoin de changer ou de revoir les équipements de mon réseau. Est-ce que cet exemple est clair? Okay. Monsieur Grandet, c'est le débit théorique. Théorique, c'est-à-dire que les câbles directs, qu'est-ce qu'ils t'offrent, la carte réseau et le câble, qu'est-ce qu'ils t'offrent en termes de débit maximal. C'est-à-dire c'est une mesure physique. C'est la capacité physique du réseau, ce que peut m'offrir le réseau physiquement.
Oui, شغل لا Voilà. حسبوش يحسبوا. Voilà, maintenant, tu ne peux pas dépasser ça. C'est-à-dire, même si tu veux avoir plus, tu ne peux pas. Donc, si tu t'approches de 1, ce que j'ai dit tout à l'heure, maintenant, si petit e s'approche de 1, c'est-à-dire que tu es en train d'avoir un réseau qui est saturé et qu'il est temps de penser à passer à une nouvelle solution. D'accord? دونك باش بوتيت قد ما يكون صغير قد ما مليحه. Oui, c'est-à-dire que tu يكون عندك E راهو صغير معناتها هذايا la valeur elle s'approche de 0. C'est-à-dire que tu n'utilises pas le réseau au maximum. Maintenant, tu es loin d'utiliser ton réseau avec ce qu'il faut en termes de performance. D'accord? وي شغل يقدر يمد قريب الماكسيموم تاع واش يقدر يمد ان ريزو. Voilà, maintenant, tu as le résultat qui n'est pas encore saturé. Mais si tu es dans une entreprise et tu essaies d'évaluer la valeur, donc ça va, tu n'as pas besoin de revoir tes équipements ou là, ton réseau physique pour satisfaire les besoins, par exemple, de tes employés. Le réseau physique permet de satisfaire ce que tu as comme trafic. Et le trafic qui s'échange dans le réseau est absorbé par le réseau physique. Par contre, si tu t'approches de 1, c'est-à-dire là, tu t'approches d'un phénomène de saturation, de congestion. Si t'augmenter le débit. Voilà, maintenant, reste toujours égal à 1, maintenant, avec un trafic très élevé, et tu es en train de saturer le réseau physique. Donc, il faut penser à avoir une solution plus performante. C'est-à-dire, il faut augmenter le D, le grand D. Oui, le débit, bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que si tu vois plus loin, maintenant, tu es une entreprise et l'outil informatique il est important chez toi. Donc, si tu vois très loin, donc tu dois investir, par exemple, sur 10 ans. Tu achètes un matériel, sur 10 ans, quelle est l'évolution d'un trafic terrestre. Donc, tu fais une projection et à partir de là, pour ne pas changer, par exemple, d'équipement tous les 2 ans ou 3 ans, tu achètes une fois et tu dis l'équipement terrestre, il va durer un certain temps. Et donc, pour qu'il dure avec le temps que tu as prévu, il faudrait que le trafic dans 10 ans qui va être échangé puisse être absorbé par ton réseau physique. Donc, il faut faire des projets. Maintenant, tu es une banque ou tu peux avoir une courbe de développement. Tu sais, tu vas te développer, quel est le trafic que tu vas échanger, par exemple, entre les agences dialogues, etc. Tu vas dire, dans une année, j'aurai plus de clients, donc forcément, il y aura plus de trafic, donc plus d'informations échangées. Donc, tu fais une projection, j'aurai besoin de 10 mégas dans 10 ans. Donc si tu es ramené à changer, par exemple, tes équipements, donc il faudrait que tu achètes des équipements qui puissent absorber le trafic selon la courbe de progression TEAC, de développement TEAC. Donc, on fait une projection avant d'acheter le matériel. OK. Et je n'achète pas, par exemple, un matériel qui est. Je ne vais pas installer la fibre optique, peut-être qu'il m'offre effectivement des débits très importants si réellement je n'en ai pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de coût aussi. Donc, il faut aussi intégrer les coûts. C'est-à-dire que je ne vais pas. Si je n'utilise pas 1 gigabit, je ne vois pas pourquoi je vais acheter de la fibre optique. Si je peux me satisfaire d'un débit égal à 100 mégabits, je peux donc considérer simplement de la perte en SAT, mais non pas la fibre optique, qui a un coût quand même largement supérieur aux autres types de cas. OK, donc on avance, s'il n'y a pas de questions. Alors, on avait commencé le chapitre par dire qu'il y avait donc 2 types de transmission, donc la transmission analogique et la transmission numérique. Donc, on avait expliqué les grandes différences qui existaient entre ces 2 types de signaux. Maintenant, on va un peu détailler et revenir un peu sur le codage donc, analogique et le codage numérique. Donc, on va commencer par le codage analogique. Donc, le codage analogique, donc, il est réalisé par un équipement, donc la carte réseau, qu'on avait appelé dans ce cas-là le modem, si vous vous rappelez. Donc, le principe d'un modem, c'est qu'il va passer donc d'un signal numérique donc, qui est utilisé à l'intérieur donc, des équipements, donc à l'intérieur d'un ordinateur, à l'intérieur de votre smartphone. Donc, tous les terminaux travaillent avec un signal numérique. OK, donc si vous voulez utiliser une transmission analogique, il faut adapter donc, les signaux numériques vers des signaux analogiques qui vont circuler sur le support. Donc, l'équipement qui fait cette traduction est appelé modem. Pourquoi modem? C'est l'acronyme de modulateur-démodulateur.
Donc, la modulation, c'est l'opération qui va être réalisée à l'émission, c'est-à-dire convertir des signaux numériques en signaux analogiques. Et l'inverse, c'est-à-dire à l'arrivée, quand vous recevez le signal analogique, il faudra l'adapter pour qu'il puisse être compris par l'équipement récepteur. Donc, c'est ce qu'on appelle la démodulation. Alors, on avait expliqué, à travers des exemples, les principales techniques de modulation. Donc, la première technique, c'était l'ASK, c'est-à-dire modifier l'amplitude du signal. Donc, le signal, il est caractérisé par 3 paramètres. L'amplitude, la fréquence, la phase. Donc, je peux intervenir au niveau de chacun de ces 3 paramètres pour créer donc un signal différent. Donc, lorsque j'interviens sur l'amplitude, ce qu'on appelle l'ASK, donc il suffit de considérer 2 amplitudes différentes. Par exemple, l'une pour représenter le 1, l'autre pour représenter le 0. Donc, ça me crée 2 états différents de mon signal. Auquel cas, si j'ai envie d'envoyer un 1, donc je vais envoyer le signal, l'état correspondant au 1. Sinon, j'envoie l'état correspondant au 0. Donc là, petit rappel que tous les états ont la même durée delta. Donc ça, c'est une constante. Là, c'est une propriété de transmission. Les états ne peuvent pas avoir des durées différentes. Donc, ils ont tous la même durée constante. L'autre technique de modulation, c'est par exemple de modifier la fréquence. C'est quoi la fréquence? C'est le nombre de périodes observées par seconde. Donc, quand je fais une modulation par fréquence, c'est-à-dire je vais augmenter le nombre de périodes par état. Donc, l'état a une période. Donc, il utilise une fréquence f. Le deuxième état qui correspond au 0 va utiliser une autre fréquence qui est égale à 2 fois f, puisque j'ai 2 périodes pour la durée d'un état. Donc, pour l'état 1, donc j'envoie un signal avec une période. Pour l'état 0, j'envoie le signal avec 2 périodes observées pour la même durée. OK? Donc, ça, c'est une modulation par fréquence. Bon, j'aurais pu utiliser 3 périodes, 4 périodes. OK, dans ce cas-là, la fréquence va être égale à 3f, 4f, et donc elle est proportionnelle au nombre de périodes que vous considérez. Alors, la modulation de fréquence, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle permet de rendre le signal fiable, plus robuste. C'est-à-dire que si on devait comparer donc le signal analogique par rapport au signal numérique, le signal analogique, il est plus fiable par rapport aux erreurs, parce que sa forme, elle est plus complexe. Donc, lorsque vous avez, par exemple, une perturbation, donc il faudrait vraiment que la perturbation soit forte pour que vous puissiez plus distinguer le 0 du 1. Et encore plus lorsque vous faites une modulation par fréquence, parce que là, vous rendez vraiment les états très différents entre eux. Hein, lorsque je représente ici sur une période, donc les états sont très différenciés. Donc, l'erreur ne peut pas réellement me faire confondre un 0 avec un 1 et inversement. En tout cas, les états entre eux. Je ne sais pas si c'est clair cette notion. شي معليش تعاود النوشن الأولى ASK. ASK, tu ne modifies que l'amplitude, à la maquette. Donc, tu vois tout le monde dans la même période. Avec le même nombre de périodes ici. 1 par état. OK. FSK, tu agis sur la fréquence. Mais l'amplitude ما ندنا ولا Ouais, voilà. Il n'y a pas de changement d'amplitude. Non, on peut, mais là, dans l'exemple, là, c'est-à-dire que je n'ai fait qu'une modulation par fréquence. Et le troisième paramètre, c'est la modulation par phase, dont on avait aussi parlé. Donc, dans ce cas-là, c'est la phase qui est modifiée. Alors, c'est quoi la phase qu'on a? C'est le décalage par rapport à l'origine. Donc, là, on a pris, donc, l'équivalence est égale à 4, c'est-à-dire que j'ai 2 bits par état. Donc, j'ai 4 états différents. Donc, le premier état, 1, 0, il va utiliser une phase pi, c'est-à-dire qu'il y a un décalage de pi. C'est la phase pi sur 2 pour l'état 0, 1. Donc, il se répète. C'est un autre état 1, 1, donc j'ai utilisé la phase 3pi sur 2. Et l'état 0, 0, c'est la phase
0. Donc, j'ai 4 phases. Donc, 0, 0, c'est la phase 0. 0, 1, c'est la phase pi sur 2. 1, 1, c'est la phase 3 pi sur 2. Et 1, 0, c'est la phase pi. Donc, vous voyez, l'état, il ne ressemble pas à celui-là. Il ne ressemble pas à l'état 1, 1. Il ne ressemble pas à l'état 0, 0, 0. Donc, ce sont 4 états complètement différents. Ils utilisent 4 phases différentes. OK. Bon, dans la réalité, je ne vais pas utiliser un type de modulation. Modulation, parfois, je peux. Mais on préfère combiner les 3 types de modulation pour rendre encore le signal plus robuste. C'est-à-dire, plus vous combinez la phase, l'amplitude et la modulation, et plutôt modulation par fréquence, plus vous rendez les états très différents, ce qui fait que le signal va être plus robuste vis-à-vis du bruit ou là de l'environnement. C'est pour ça qu'on a que le signal analogique il est plus fiable que le signal numérique, parce que j'agis sur 3 paramètres et ça me permet de différencier les états entre eux. Donc, même s'il y a un bruit ou une perturbation, j'arrive toujours à identifier ou à reconnaître les états entre eux, c'est-à-dire un état d'un autre par rapport à un autre. Et ça donne la possibilité aussi d'augmenter la balance et le débit plus facilement que dans une transmission numérique, parce que dans une transmission numérique, il n'y avait qu'un paramètre qui était modifié. Là, je peux modifier 3 paramètres, donc la balance peut être augmentée plus facilement dans une transmission analogique que dans une transmission numérique. Et quelques exemples. Donc là, alors, je prends l'exemple. Qu'est-ce qu'on a fait varier? Dans l'exemple... La fréquence. La fréquence, bravo. Donc là, vous voyez que l'état 0,0, il utilise une période. L'état 0,1, il utilise 2 périodes, donc 2F, une fréquence de F. On a des 3 périodes, donc 3F. Oui, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 6, il me semble. Donc, c'est 6F. Donc là, j'ai utilisé 4 fréquences pour représenter 4 états différents. Donc, j'ai 2 bits par état. Donc, j'ai besoin de 4 états, c'est-à-dire la balance est égale à 4. Donc, si je dois envoyer cette séquence binaire, donc je décompose en bloc de 2. Donc, le premier état 0,1, donc ça correspond à cet état, donc avec 2F. Le second état, donc c'est 1,0, donc c'est l'état qui utilise une fréquence 4F, donc il y a 1, 2, 3, 4 périodes. Et enfin, le dernier état 1,1, donc c'est l'état qui utilise la fréquence 6F. OK, donc là j'ai à peu près, si je vois bien, 6 ou 7, je n'arrive pas à bien compter. Enfin, c'est une fréquence différente du deuxième état et du premier état. Dans le second cas, là vous voyez, j'ai combiné modulation par fréquence et modulation par amplitude. J'ai considéré 2 amplitudes et 2 fréquences. Donc, les 2 premiers états utilisent une fréquence de base F. Il y a une période par état. Mais ce qui les différencie, c'est l'amplitude. Les 2 derniers états, j'utilise une autre fréquence qui est égale à 2 fois la fréquence de base, parce que j'utilise 2 périodes. Et là aussi, j'ai fait varier l'amplitude. Donc, en fonction de ce que je veux envoyer, donc, je vais considérer l'état correspondant. Donc, 0,1, par exemple, dans cette séquence, va correspondre à cet état que je représente. Ensuite, 1,0, c'est le second état. 1,0, il est où? Il est là, voilà. Donc, amplitude basse, 2 fois F comme fréquence. Et enfin, le dernier état, amplitude haute et 2 fois la fréquence de base. Monsieur. Oui. Par exemple, ici, on a mis 0,0 pour une amplitude basse et une seule fréquence, je crois. Une période, oui. Donc, oui, une seule période. Monsieur, là, c'est juste des exemples. On peut trouver des périodes différentes dans d'autres exercices. Là. Bien sûr, ça c'est... C'est-à-dire la modulation, elle est... chacun fait... bon, chez chacun. C'est-à-dire lorsque vous allez voir les cartes réseau, et effectivement, on avait parlé de standardisation. C'est-à-dire si vous voulez
faire en sorte, par exemple, que deux modems, pardon, ce n'est pas carte réseau, c'est deux modems. Deux modems puissent se comprendre ou là utiliser les mêmes codages. Il faudrait que, justement, j'utilise le même type de modulation. Ben, si je code 00 comme ça, il faudrait que l'autre modem code aussi de la même manière. Sinon, on ne peut pas se comprendre. Ça, c'est un exemple. Et dans la réalité, c'est normalisé. C'est-à-dire que le codage de l'information, il est le même pour tous les modems qui sont censés être compatibles. S'ils utilisent des modulations différentes, maintenant, ils ne sont pas compatibles. Et donc là, on revient au problème dont on avait parlé dans le premier chapitre, le problème de l'incompatibilité du matériel, qui existait il y a 20-30 ans et qui a été réglé justement lorsqu'on avait parlé de normalisation, c'est-à-dire obliger que tous les équipementiers, les fabricants de cartes réseau ou d'équipements informatiques, à utiliser les mêmes codages, les mêmes trucs, pour qu'il y ait justement homogénéisation des traitements, etc., à tous les niveaux. Monsieur, Ça, c'est un exemple. Effectivement, c'est un exemple. Oui. monsieur, في la modulation par fréquence, ما تقدرش تموديفي في l'amplitude. Tu peux combiner. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'utiliser que le FSK. Dans la réalité, on combine les trois. On combine ASK, PSK et FSK. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on recommande, c'est de combiner les trois. Parce que quand tu combines les trois, tu vas faire en sorte que les états soient de plus en plus différenciés. Donc, Oui. si il y a une perturbation, tu fais en sorte que tu pourras toujours identifier l'origine de l'état, même s'il a été un peu écorché ou massacré. Donc, il ne va jamais ressembler à celui-là ou là à celui-là. يجي unique, même il te perturbe, يجي Voilà, باين. même il ne perturbe pas. Par contre, si tu utilises simplement par amplitude, si le niveau تقدرش distinguer. si tu utilises simplement l'amplitude, s'il y a une perturbation, tu peux éventuellement confondre un avec un si les amplitudes sont assez proches. Mais si tu avais rajouté en plus donc la phase et la fréquence, non. Maintenant, même s'il y a un bruit qui va impacter donc l'amplitude, le fait qu'ils utilisent peut-être deux fréquences différentes, donc tu pourras toujours les différencier. Donc, c'est pour ça que, en général, la modulation par fréquence, elle est souvent utilisée parce que c'est elle qui permet justement une meilleure fiabilité du signal. Ok, donc ça, c'est pour la transmission analogique. Maintenant, on va passer à la transmission numérique. Même pour la transmission numérique, j'ai besoin d'adapter les signaux sur le support. Pourquoi? Parce que les signaux numériques qui sont utilisés à l'intérieur de vos équipements terminaux ne sont pas les mêmes, en tout cas ne sont pas adaptés pour circuler sur les supports du réseau. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même résistance, c'est des signaux qu'on va retrouver qui sont manipulés à l'intérieur des terminaux, donc vos laptops, etc. Ce sont des signaux qui sont très faibles en termes de puissance, qui durent très peu de temps parce que j'ai envie d'augmenter le débit. Et donc, je ne peux pas utiliser ce codage-là pour qu'il puisse circuler sur un câble qui a une résistance plus importante et qui doit se propager sur des centaines, voire des kilomètres. Donc là, j'ai besoin d'utiliser un câble plutôt un signal plus résistant. Et donc, c'est le rôle de la carte réseau de changer de codage, c'est-à-dire passer d'un codage numérique spécifique donc, à l'intérieur des équipements vers un codage adapté au support. Et là aussi, d'un support à un autre, on ne va pas utiliser le même codage. Chaque support a son propre codage. C'est pour ça que les cartes réseau ne sont pas les mêmes, entre autres. Donc, une carte réseau qui est adaptée par exemple, au câble téléphonique n'est pas la même, ne va pas utiliser le même codage que celle qui est adaptée, par exemple, au câble coaxio ou là, la fibre optique. Déjà, on n'utilise pas la même grandeur physique. Ou là, celle, par exemple, qui va utiliser l'air comme support. Donc, si c'est une carte réseau sans fil. Alors, dans les codages numériques, on a aussi introduit plusieurs codages. Donc là, on va voir quelques codages. Mais dans la réalité, vous allez trouver des dizaines et des dizaines de codages. Donc, de nos jours, il y a énormément de codages. En fonction des réseaux, on essaie d'adapter, de créer de nouveaux codages. Donc, le but, ce n'est pas de les connaître tous,
mais connaître, j'allais dire, les principaux, en tout cas ceux qui ont été utilisés le plus souvent, ou qui sont utilisés le plus souvent, et même les nouveaux, il y a de nouveaux codages très performants, donc ils sont très complexes à expliquer, donc je ne vais pas m'attarder ou là vous les introduire, parce que ce n'est pas le but, c'est simplement retenir le principe le codage numérique. Donc le premier codage numérique qui a été créé dans les premiers réseaux, c'est le codage unipolaire, tout ou rien. D'ailleurs, il est assez proche de ce que je vais représenter à l'intérieur d'un ordinateur. Donc la différence, c'est que les intensités qui vont être utilisées vont être différentes de celles qui sont utilisées à l'intérieur d'un ordinateur. Donc le principe, pour un 1, donc je vais utiliser un courant positif, pour un 0, je vais utiliser l'absence de courant. OK. Ce codage a été rapidement abandonné. Pourquoi? Parce qu'on avait du mal à distinguer, c'est-à-dire si je devais envoyer une séquence qui commence par un 0. Donc le problème qui se posait souvent, c'est comment déterminer le début du signal. C'est-à-dire quand vous n'avez rien envoyé, normalement là aussi vous n'avez pas de courant. Vous n'avez pas de courant qui est transmis. Donc si vous commencez par un 0, il vous faut un signal différent pour dire début du signal. Donc il fallait rajouter un autre niveau pour exprimer le début par exemple d'un signal, pour différencier le 0 de l'absence de courant. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que le 0 était représenté par l'absence de courant, mais lorsqu'il n'y a pas de données, il y a aussi absence de courant. Donc, il fallait que j'ai un autre signal, un autre niveau pour dire voilà le début de l'information. Donc, c'était un peu complexe à réaliser. Donc, ce type de codage a été abandonné. Et aussi, le problème de synchronisation, je ne sais pas si j'en avais parlé, c'est que lorsque vous avez une séquence de 1 ou là une séquence de 0 assez longue, je pouvais perdre la synchronisation par état, au niveau du récepteur. L'émetteur et le récepteur ne sont pas cadencés à la même horloge. C'est-à-dire l'horloge interne des deux équipements, elle est différente. C'est-à-dire que c'est comme lorsque vous avez deux montres. Aussi précises soient vos montres, je n'ai aucune garantie que la montre, par exemple, d'Ali, elle donne l'heure tout le temps comme la vôtre. C'est-à-dire qu'il peut toujours y avoir un décalage d'une seconde ou là 2 secondes. Comme dans les réseaux, on ne travaille pas à l'échelle d'une seconde, on travaille à l'échelle d'un micro-millième de seconde, voire encore plus rapidement. Donc, aussi petit soit le décalage, il peut avoir une influence sur les données que je vais recevoir. Maintenant, si j'envoie une séquence de 1, à 101, le temps, c'est-à-dire le début et la fin d'un état. Je peux calculer soit, par exemple, plus d'états reçus ou là, moins d'états reçus. Si je suis plus là. Donc, je peux calculer, par exemple, 99 signaux reçus, voire 101. OK, si je suis encore plus rapide que l'émetteur. Donc, il y a le problème de synchronisation entre émetteur et récepteur qui se pose. Donc, dans le code bipolaire, alors on a un peu amélioré les choses. Pour éviter justement le problème de désynchronisation entre émetteur et récepteur, je vais vous représenter par le schéma. Donc ça, c'est le code tout ou rien, code bipolaire, c'est ça? C'est bipolaire. Alors, pour justement éviter donc la perte de synchronisation de émetteur-récepteur, on a décidé, lorsqu'on envoie par exemple le 1, c'est d'inverser le niveau. C'est-à-dire le 0 était représenté par un courant nul, toujours, comme dans le cas le code tout ou rien. Le 1, il était alterné. C'est-à-dire, le premier 1, j'envoie avec une certaine tension. Le deuxième 1, je l'envoie avec une tension inverse. Donc, s'il y avait un autre 1 qui suivait, je reviens vers une tension positive. Alors, pourquoi je fais ça? C'est pour casser justement la séquence continue, plutôt le niveau continu à le signal. Parce que la désynchronisation, quand est-ce qu'elle s'opère? C'est lorsque le signal ne change pas. Maintenant, il garde toujours le même état. Par contre, si vous cassez le signal et vous alternez entre un signal, un état et un autre, vous créez une synchronisation automatique entre émetteur et récepteur. Maintenant, quand j'arrive ici et je passe vers une autre tension, je suis quelque part en train d'informer le récepteur que ça, c'est la limite de l'état.
Donc, ça, cette cassure-là, c'est quelque part une horloge. C'est comme si je suis en train d'informer le récepteur pour l'oublier. Là, c'est la limite de mon état. Là, c'est un nouveau état. Là, c'est la limite d'un état. D'accord? Malheureusement, dans le code bipolaire, je ne le fais que pour la séquence de 1. Je ne le fais pas pour la séquence de 0. C'est-à-dire là, j'ai 2 zéros. C'est toujours le même signal continu. Et là, je peux avoir, si maintenant le signal continue pendant un certain temps, je peux perdre la synchronisation entre émetteur et récepteur. Monsieur, le problème, il reste toujours présent. Oui, oui, pour la séquence de 0, oui, il reste. C'est pour ça que Hadoop, c'est des codes anciens, donc ils ne sont plus utilisés. Alors, le NRZ, le non-retour à 0, là aussi, donc la synchronisation n'est pas réglée. Mais ce que je vais éviter, c'est le signal nul. Donc, on avait dit que le signal nul posait problème, c'est la détection du début de transmission. Donc là, en général, dans le NRZ, on considère le 1 avec une tension positive, le 0 avec une tension négative inverse. Pourquoi on privilégie toujours des tensions inverses? C'est pour équilibrer la consommation énergétique. Donc, vous avez vu ça en physique, c'est-à-dire lorsque vous avez une électricité positive et une électricité négative, donc si vous faites la somme, si vous avez autant de 1 que de 0 qui sont échangés, donc vous allez avoir une consommation nulle à l'arrivée. Donc, c'est ce qu'on essaie d'obtenir avec le codage NR7, c'est-à-dire d'utiliser toujours des tensions opposées pour représenter les états de mon signal. De toute façon, le nombre d'états, il est toujours pair. Hein? Donc, soit vous utilisez 2, 4, 8, etc. Donc, si vous utilisez 4, donc prendre 2 tensions positives, 2 tensions négatives. Si vous utilisez, par exemple, 8, 4 tensions positives, 4 tensions négatives, mais jamais de tensions nulles. Ça, on l'appelle code NRZ, non retour à 0. C'est-à-dire que je n'utilise jamais le 0 comme étant une tension représentative de mes états. Alors, pour régler le problème de synchronisation, on a introduit le codage qu'on appelle Manchester. Donc, c'était le premier codage qui a permis de régler le problème de synchronisation qui se posait dans les transmissions. Alors, il est où Manchester? C'est biphase, OK. Alors, le principe qu'a Manchester, c'est que l'état terrible ne va pas être représenté par un niveau, mais va être représenté par le passage entre 2 niveaux. C'est-à-dire que je vais considérer 2 tensions et un passage au milieu de l'état entre ces 2 tensions. Donc, le 0 ici, il est représenté par le passage d'une tension V1 vers une tension V2. Inversement, le 1, il est représenté par le passage inverse, c'est-à-dire de V2 vers V1. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le front ascendant. Ça, c'est ce qu'on appelle le front descendant. Donc, la durée d'un état, c'est le passage entre ces 2 micro-états. D'accord? Donc, l'état logique, c'est la durée. Donc, la transition en front descendant va représenter le 1. Ou la transition avec un front ascendant va représenter le 0. Le fait de marquer cette transition au milieu de l'état va faire en sorte que vous allez casser toujours une séquence continue. Maintenant, vous allez quelque part resynchroniser de manière automatique l'émetteur et le récepteur. Parce que le récepteur, dès qu'il va constater qu'il y a une cassure au milieu, pour lui, c'est le milieu d'un état. Il est au milieu d'un état. Donc, vous êtes en train de calibrer l'horloge par rapport à l'horloge de l'émetteur. Même s'il avait pris du retard ou l'horloge n'est pas synchrone, parce qu'on n'a pas la même horloge physique au niveau des 2 équipements. Mais le fait qu'il reçoit un état avec une transition au milieu, donc ça permet de le régler ou de le recadrencer par rapport à la vitesse ou par rapport à l'horloge de l'émetteur. Donc, vous voyez que pour tous les états envoyés, j'aurai une transition au milieu. OK?
Après, c'est des, j'allais dire, c'est arbitraire. C'est-à-dire qui va être le 0, qui va être le 1, c'est un choix. C'est-à-dire là, je considère que le 0, c'est le franc ascendant et le 1, c'est le franc descendant. Okay. Donc là, à chaque fois que j'ai envie d'envoyer un 1, j'envoie un franc descendant. À chaque fois que j'ai envie d'envoyer un 0, j'envoie un franc ascendant. Est-ce que c'est clair Oui. Et le codage Manchester peut être vu comme étant justement la soustraction du codage NRZ par par le signal horloge. Alors, c'est quoi le signal horloge? C'est que pour assurer justement la synchronisation dans les autres codages, le codage NRZ, le codage bipolaire, comment on arrive à assurer cette synchronisation? Il nous fallait deux câbles, c'est-à-dire un câble qui envoie le signal de données et un autre câble qui envoie le signal d'horloge. Alors, c'est quoi le signal d'horloge? C'est comme un tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Donc, ça permet de synchroniser émetteur et récepteur par rapport à la vitesse de transmission. Et donc, celui qui reçoit les données va aussi analyser le signal d'horloge pour savoir où est-ce que commence un état, où est-ce qu'il se termine. Donc, si j'ai une séquence de 1 ici, donc je sais, grâce au signal d'horloge, quel est le début et la fin de chaque état. OK? Donc, si je considère donc le signal d'horloge et le codage, par exemple, NRZ, je verrai que le codage Manchester, c'est NRZ moins l'horloge. Donc, vous obtenez votre signal Manchester. Mais bon, vous pouvez aussi le représenter normalement, c'est-à-dire là, vous voyez l'exemple, j'ai pris un franc ascendant qui représente le 1, là, il y a le franc descendant représente le 0, et j'ai tracé normalement, c'est-à-dire lorsque c'est un 1, je trace cet état logique. Lorsque c'est un 0, je trace l'état inverse, c'est-à-dire le franc descendant. ماشي شو كيما هنايا كاين فرون مونطون. Là, par rapport à mon choix, parce que le choix TRI, j'ai considéré le franc ascendant, montant c'est le 1, et le franc descendant c'est le 0. Donc là, tu vois 1, 0, descendant, descendant 0, montant 1, montant 1, descendant 0, montant 1, montant 1, descendant 0. Okay. ماشي ما فهمتش في لا تروازيام بارتي شغل تما مونطون بعد ديسوندون. Mais راك تشوف هنا هاي لا ليميت تاع l'état. C'est ça l'état. L'état ne change pas. هاي la durée d'un état. C'est هذا le trait هذا qui te détermine la durée d'un état. Donc هاوليك l'état تاعك هنا. هنا يبدا هنا يحبس هنا. Donc franc ascendant, c'est un 1. Franc descendant, c'est un 1. Franc descendant, c'est un 1. Franc ascendant, c'est un pardon. Le franc descendant, c'est un 0. Franc ascendant, c'est un 1. Franc ascendant, c'est un 1. Franc descendant, c'est un 0. Franc ascendant, c'est un 1. Franc ascendant, c'est un 1. Franc descendant, c'est un 0. C'est bon, monsieur. Okay. Merci. Monsieur, oui. Comment à partir du code NRZ et horloge, et le code horloge, on peut générer Manchester sans prendre en considération les ascendant et descendant? C'est ça, ça. Code NRZ moins l'horloge. Donc, essayez de soustraire ça de ça, vous allez trouver ça. Enfin, si vous prenez le signal, vous lui enlevez ça, vous retombez sur ça. Donc, ça, vous voyez, moins ça vous donne 0. Et ça, moins 0, ça vous donne ça. C'est-à-dire, si vous faites ça, le signal moins 1 d'ailleurs, vous allez représenter ce signal. D'accord. Pas si vous voyez, parce que ça, vous avez le même niveau. C'est une valeur. Avec 5 moins 5, 5 moins 5, vous allez, voilà, c'est 0. Donc, 0. Ok. D'accord. Alors, on termine rapidement. Donc, en résumé, donc, si vous avez une info numérique et que vous voulez la transmettre en numérique, donc vous allez utiliser c'est-à-dire le codage en bande de base, codage transmission numérique. Si l'info numérique, vous devez l'utiliser en transmission analogique, donc vous avez besoin d'utiliser la 2, donc la modulation, donc FSK, SK, PSK, vous allez le combiner. Si l'info telle qu'elle est analogique, ce qui est rare, parce que dans les ordinateurs, elle n'est pas analogique, elle est numérique, mais on peut avoir dans les transmissions, par exemple de la télé, etc.,
Donc, pendant longtemps, par exemple, la télé ou la radio, l'information était représentée analogiquement. Maintenant, c'est numérisé, mais elles étaient représentées analogiquement. Donc, cette donnée-là, si j'ai envie de l'envoyer sur un réseau numérique, je dois d'abord la numériser. C'est-à-dire rendre cette information numérique avant de pouvoir la numériser. C'est comme, alors, l'exemple concret, c'est la téléphonie. C'est-à-dire que lorsque vous parlez, vous allez générer un signal analogique. Quand la voix d'y aller, elle est analogique quand vous parlez au téléphone. Si vous utilisez le réseau Yelcom, il est numérisé actuellement. Dans toute l'Algérie, il est numérisé. Mais il fut un temps, il était analogique. Donc, avant de pouvoir envoyer sur le réseau numérique, il faudrait que l'équipement transforme donc la boîte qui est analogique en signal numérique pour qu'il puisse circuler sur le réseau numérique. Donc, il faut une numérisation. Par contre, si je l'envoie sur un réseau qui utilise une transmission analogique, j'ai besoin de rien faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opération à faire. Je prends le signal tel quel, qui est déjà modulé, et je l'injecte sur le support. Alors, voilà donc les principes de nature de l'information et de type de transmission. Donc, dans la transmission analogique, je peux utiliser aussi bien un support guidé que non guidé. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par support guidé? C'est tous les câbles. Les supports guidés, c'est les câbles physiques. Et les supports non guidés, c'est tout ce qui est sans fil, c'est-à-dire l'air. C'est-à-dire que l'information ne part pas maintenant en étant guidée, maintenant en suivant une direction précise. Donc, en général, dans le sans-fil, le signal se propage sur 360 degrés. Donc, il se propage sur tout l'environnement. C'est ce qu'on appelle les supports non guidés. Donc, en transmission analogique, on peut l'utiliser dans le sans-fil que dans le filaire. Bon, ça, c'est des informations que j'expliquerai par la suite. Par contre, dans la transmission numérique, on l'utilise simplement dans les câbles. On ne l'utilise pas dans des réseaux, par exemple, sans fil. On verra que dans le cadre de transmission analogique, on peut partager la bande passante. Par contre, dans la transmission numérique, on ne peut pas partager la bande passante. C'est-à-dire que quand vous avez un câble qui a une certaine bande passante, vous pouvez envoyer plusieurs signaux séparés en faisant le partage de la bande passante. Vous pouvez le faire que si votre transmission est analogique. Vous ne pouvez pas le faire si votre transmission est numérique. Et une dernière remarque, c'est que la transmission analogique, du fait qu'elle est plus fiable, on va la favoriser lorsqu'on veut envoyer sur de très très longues distances. Par contre, la transmission numérique, on va plutôt l'exploiter dans les réseaux locaux, là où les distances sont très courtes. Voilà, donc ceci termine le cours d'aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux aller plus